Alors, normalement, je suis live. J'attends vos commentaires pour savoir si vous me recevez, si vous me voyez, si vous m'entendez. Parce que j'ai pris le preview et je l'ai partagé. Donc, c'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas si ça a marché. Alors, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez? Je vois les commentaires postés sur le teaser. On a pas mal de commentaires qu'on pourra analyser avec nos invités. Mais là, je veux voir juste si vous êtes connectés au live maintenant. Vous m'entendez? Ok. Ok, cool, cool, cool. J'attends de voir juste si que vous vous connectiez. Ah, bonjour, bonjour Jean-Baptiste, Maha, Saliha, ok, cool. Zainab, bonjour. Bon, c'est cool. Parce que c'est la première fois que je mets le teaser en live. Donc, c'est cool parce qu'on ne perd pas vos commentaires de la journée sur le thumbnail. Et c'est cool. On pourra y répondre avec nos invités peut-être si on a le temps pendant le live. J'attends que vous arriviez et je vous explique le sujet. Et ensuite, on invitera nos invités à nous rejoindre un par un. Salut Jaffer, salut Cédric, salut Morad. Bonjour tout le monde. Ah, il y a du monde, c'est cool. En fait, je ne sais pas si je vois vos commentaires de maintenant ou si je vois vos commentaires de la journée. Bref, c'est pas grave. Bon. Cool, cool, cool. Alors. Ouais, vous m'entendez? Ok, cool, cool. Est-ce que vous avez lu le titre du live? Est-ce que vous savez de quoi on va parler ce soir? Est-ce que vous avez suivi les dernières actualités sur la cause ouïghour? Et dites-nous ce que vous en avez, ce que vous avez retenu de l'info récente sur les Ouïghours. On vient de voir que Lacoste, une des 83 marques qui avait été épinglée pour avoir été impliquée dans le travail forcé, notamment concernant des Ouïghours en Chine, vient de répondre à Raphaël Glucksmann et de promettre qu'elle tâchera d'être éthique sur ce sujet. Donc, c'est une victoire pour Raphaël Glucksmann et Dilnur Reyhan qui est sur le live qui nous en parlera. Après Adidas. Donc, on reviendra sur ça tout à l'heure, mais c'est la nouvelle de la journée. Et nous, aujourd'hui, on va surtout parler, pour commencer enfin, des organes halal, l'enquête de Vice qui a eu lieu sur les organes halal, donc des organes qui seraient prélevés par la Chine de force sur des détenus ouïghours et pour des riches clients musulmans, notamment dans le Golfe. Donc, une enquête de Vice, de Justine Rex, qui sera avec nous sur ce live, avec un chirurgien aussi qui est ouïghour, qui a lui-même participé à des prélèvements d'organes dans les années 90 en Chine sur des condamnés à mort. Donc, Justine, puis Dr Totti nous expliqueront c'est quoi ces histoires de prélèvement d'organes assez choquantes qui ont eu lieu dans toute l'histoire de la Chine, les prélèvements d'organes sur les condamnés. Enfin, la Chine avait promis d'arrêter ça en 2015. On reviendra sur ça avec Justine Rex. Et apparemment, cette pratique continuerait avec les détenus ouïghours notamment et d'autres minorités musulmanes ou catholiques, tibétaines, etc. Donc, comme je vous le disais, on va parler des organes halal prélevés sur les Ouïghours. Mais avant tout, juste pour vous rappeler rapidement, c'est qui les Ouïghours, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, même si on pourra revenir sur ça avec nos invités, n'hésitez pas à poser ce genre de questions. Les Ouïghours, c'est une minorité turcophone, ça veut dire, et musulmane qui vit au Xinjiang, le nord-ouest de la Chine, et qui est aujourd'hui victime d'une répression de masse, selon Human Rights Watch. Donc, depuis 2014, selon l'AFP, les Ouïghours commencent à être détenus dans des camps qui deviennent massifs en 2017, des camps appelés camps de rééducation par le gouvernement chinois, qui a reconnu l'existence de ces camps seulement en 2018, mais c'est des camps où serait pratiqué l'endoctrinement politique, religieux, la privation de nourriture, le non-respect des droits à un procès en bonne et due forme, c'est-à-dire que personne n'est inculpé ou jugé, et personne n'a la possibilité de voir un avocat ou une famille. Il y aurait, ou sa famille, il y aurait entre 1 million et 3 millions de Ouïghours aujourd'hui détenus dans ces camps, selon les ONG et aussi selon l'AFP. Donc, du coup, ça, c'est quand je dis ONG, pardon, organisation de droits humains, hein, évidemment, Human Rights Watch, Amnesty International. Et ça, c'est une carte de l'AFP de 2019 sur les différents camps qui existent dans le Xinjiang, donc au nord-ouest de la Chine, la région où se trouvent en majorité les 13 millions environ de Ouïghours qui habitent. Donc, cet internement, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann, qui vient d'obtenir aujourd'hui, on le rappelle, la victoire avec Lacoste, le qualifie de plus grande politique d'internement au monde aujourd'hui.
On en parlera avec Jenner tout à l'heure qui lutte avec Raphaël Glucksmann pour défendre les droits des Ouïghours en Europe notamment. Et donc ça, c'était en ce qui concerne les camps. Mais en dehors des camps, cette répression existe aussi, toujours selon les organisations de droits humains. Donc la population, qui est environ de 13 millions, comme je l'ai dit, est soumise à un endoctrinement politique forcé, à des punitions collectives, à des restrictions de déplacement et de communication, à un durcissement des restrictions religieuses et à une surveillance de masse. Donc ça, on y reviendra en deuxième partie, où on élargira le débat avec deux Ouïghours qui vont, une militante et une sociologue, qui vont revenir sur les conditions, les violations aux droits des Ouïghours plus générales, au-delà de l'enquête des organes halal. Voilà, mais comme je vous l'ai dit, on va parler ce soir de cette enquête qui est hallucinante de Vice, qui a été faite par Justine Rex. Bonsoir Justine. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Alors Justine, tu es journaliste chez Vice, comme je l'ai dit, et le 19 juin, tu as sorti une enquête qui t'a pris 1 mois sur le prélèvement d'organes forcés sur des Ouïghours, mais aussi d'autres minorités musulmanes en Chine, comme les Kirghizes, les Hui, les Kazakhs, mais aussi les Falun Gong, les catholiques, les Tibétains. Pour rentrer dans le sujet, qu'est-ce que tu as découvert dans cette enquête, Justine? Alors, en fait, ce que j'ai découvert, c'est plein de choses. En fait, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'était de réunir toutes les preuves qui nous laissent à penser qu'il y a un trafic d'organes sur les Ouïghours en Chine. Faut savoir vraiment, tu l'as dit, que en fait le trafic d'organes en Chine, en fait, c'est pas nouveau, ça n'a rien de dystopique, de faux, même si ça paraît complètement fou. En fait, pendant des années, la Chine, elle a prélevé sur les condamnés à mort, comme tu l'as dit. Et en fait, c'est seulement en 2015 que le gouvernement a annoncé à la communauté internationale qu'il mettait fin à cette pratique. Pourtant, quand on s'intéresse un petit peu aux chiffres, on se rend compte qu'il y a un problème. En fait, on a très très peu de donneurs inscrits en Chine, puisqu'en fait, en Chine, en fait, dans la culture, on doit garder son corps intact, donc c'est très rare qu'on donne en fait ses organes. Et pourtant, c'est l'un des pays où l'attente pour un organe est la plus courte. Pour un rein, en fait, il faut en moyenne 12 jours. En France, c'est quand même 1 an et demi. Donc, il y a une grosse différence. Donc, si on prélève plus sur les condamnés à mort, si on a très peu de donneurs d'organes, d'où viennent ces organes? Et le plus troublant, c'est qu'en fait, pour certaines greffes, on peut connaître la date de transplantation à l'avance, ce qui revient à dire en fait qu'on connaît la date des décès des patients. Et puis après, en fait, je me suis intéressée au travail de Raphaël Glucksmann, vraiment qui, du coup, est très intéressé par la cause ouïghour. Et il parlait justement de ces organes halal, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai voulu creuser. Donc, il y a eu déjà ces condamnés à mort qui ont eu leur organe prélevé, et du coup, on va avoir après ensuite Enver, qui est un médecin ouïghour, qui a dû prélever 2 organes par le passé. Il y a aussi les Falun Gong, qui sont une minorité aussi, où là, on a aussi la preuve qu'il y a eu des prélèvements d'organes, puisque dans mon enquête, je donne justement la source avec un enregistrement téléphonique de l'ancien ministre de la Santé chinoise qui avoue en fait l'existence de ces prélèvements d'organes sur les Falun Gong. Donc pour moi, ça me parut logique de me dire, bon, on a des camps ouïghours que la Chine a essayé de cacher pendant de nombreuses années. On a des personnes qui ne reviennent jamais. On a ce qu'on appelle les organes halal qui, du coup, sont destinés très souvent à des personnes qui cherchent une greffe d'organes, qui n'ont jamais eu dans le sang de l'alcool ou du porc, mais pas seulement, puisque finalement, c'est aussi pour les Chinois et aussi pour des personnes qui espèrent avoir un organe en meilleure santé. Donc, je ne sais pas si tu veux qu'on vienne sur chaque point, tu me dis. Oui, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que toi, spécifiquement, tu t'es intéressé à l'organe halal, donc c'est comme tu l'as dit, donc qui vient d'un corps qui n'a pas consommé de porc ou d'alcool, et pour des clients normalement, donc musulmans, notamment du Golfe, puisqu'on vise des populations riches. Et le problème dans cette enquête, c'est la difficulté d'avoir des preuves, étant donné comment ces camps, déjà accéder à ces camps, c'est très difficile. On l'a vu dans les enquêtes de Arte, de plusieurs journalistes qui ont tenté de s'en approcher. Comment tu as réussi à toi recouper les preuves spécifiquement pour cette histoire d'organes halal? Tu me parlais d'hôpitaux renommés avec des noms arabes, etc. Est-ce que tu peux expliquer? Bien sûr, en effet, c'est très dur puisqu'en fait, finalement, personne n'est autorisé à entrer dans ces camps, mais pour autant, ça ne nous empêche pas, en tant que journaliste, de travailler sur le sujet. Ce serait quand même dommage et très inquiétant de ne pas s'intéresser au sujet. Donc, pour ma part, je me suis intéressée en premier au China Tribunal, qui a fait en fait pendant plusieurs mois
une enquête sur les prélèvements d'organes en Chine et du coup qui était composée de juristes, de grands avocats qui ont réuni du coup beaucoup de preuves, beaucoup de rescapés ouïghours qui affirment en fait tous, ils affirment avoir eu des prélèvements sanguins tous les mois. Puis pour certains, en fait, ils ont eu des échographies. Alors des échographies, on pense souvent en fait à des personnes enceintes, mais c'est pas ça en fait. Les échographies, ça permet aussi de voir les corps nus dans le corps, donc notamment les organes. Donc on a, moi j'ai essayé de mettre 2 rescapés qui justement ont eu vraiment cette impression jusqu'au dernier moment qu'ils allaient avoir des organes prélevés, qui ont vu leurs compagnons de prison disparaître et ne jamais revenir. Et quand ils en sont sortis, ils ont essayé de retrouver ces compagnons en vain. Mais pour ce qui est des hôpitaux, en effet, il y a quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que dès qu'on s'intéresse aux hôpitaux en Chine, on se rend compte qu'il y a vraiment un public international qui est visé. C'est-à-dire que, alors c'est pas seulement Beijing, donc Pékin, où on pourrait se dire bon voilà, je vais à Pékin pour me faire une greffe, et encore ça paraît un peu étrange, mais on l'a dans tous les coins de la Chine, on a à Tianjin, et on a du coup, ça je le mets dans l'enquête, vous pourrez voir la vidéo, il y a par exemple pas mal d'hôpitaux qui filment en fait l'intérieur de leurs hôpitaux en anglais, où ils présentent, où on a des salles de prière, on a des cantines halal, on a tout qui est fait pour attirer un certain public. Moi, alors il y a des choses que j'ai même pas ajoutées dans mon enquête parce que je voulais que ce soit le plus béton possible, mais j'ai par exemple eu l'occasion de parler sur WhatsApp avec un ancien homme qui faisait du trafic d'organes donc pour musulmans, comme il disait, mais qui ne le fait plus, donc j'ai pas référé ne pas le mettre. Il y a plein de petites choses qui concordent et qui nous donnent vraiment l'impression qu'il y a un trafic d'organes halal, sachant qu'en plus, c'est pas seulement juste moi qui ai cherché des preuves, c'est-à-dire qu'il y a quand même la communauté internationale quand même qui s'est un peu réveillée, c'est-à-dire qu'il y a le Royaume-Uni, la Belgique, la Norvège, l'Italie, Taïwan, l'Espagne, Israël, qui ont instauré une taxe en fait pour dissuader en fait ceux qui voudraient avoir une greffe d'organes en Chine. Donc ça veut dire que beaucoup de pays sont au courant qu'il y a un trafic d'organes en Chine, que beaucoup de gens cherchent à avoir une greffe en Chine. Après, concrètement, c'est plutôt une bonne initiative. Dans les faits, c'est difficile à mettre en place dans le sens où ça voudrait dire qu'il faut ficher chaque personne qui est dans l'attente d'un organe, ce qui est clairement pas possible. Enfin, si, on pourrait, mais en tout cas, dans les faits, c'est pas le cas. Oui, justement, là, je montre la photo d'un site. Justement, tu parlais du China Tribunal. Justine, pardon, juste pour revenir sur ça, le China Tribunal, c'est un tribunal qui a été constitué à la demande de l'association End Transplant Abuse in China, dont fait partie Dr Torti qui nous rejoint tout à l'heure, et qui est un tribunal qui a qui s'est constitué, c'est des avocats, des juges, etc., qui ont enquêté et qui ont conclu sur le fait que la Chine était un État criminel et qu'il fallait le boycotter artistiquement, économiquement, etc. On reviendra sur ça plus tard, mais cette fameuse China Tribunal, pardon, le China Tribunal m'a envoyé ce site d'un hôpital à Tianjin, en Chine, et c'est traduit en arabe, donc à destination d'Arabes qui voudraient des greffes. Et il est indiqué qu'on peut se faire greffer un rein, un foie, un cœur. Et Justine, tu l'as dit, mais je veux qu'on revienne sur ça. C'est fait de façon très rapide. C'est-à-dire que moi, si demain j'appelle pour avoir un organe halal, c'est très rapide le rendez-vous, alors que tu me disais aux États-Unis, en France, c'est combien? Juste pour revenir sur cette comparaison. Alors en fait, pour faire un système de comparaison, en Chine, maximum, ça va être quelques jours, voire quelques semaines d'attente. L'attente en France, tu vois, ça je te l'ai dit, c'est pour un rein, c'est 2 ans et demi. Aux États-Unis, c'est aussi, ça se compte aussi en années. Donc tout de suite, on se dit bon, d'où viennent ces organes, puisque ça peut servir à la population chinoise, mais aussi à la population internationale. Après, ce que tu m'as montré là, en effet, les hôpitaux qui vont vraiment, qui ciblent la population internationale, notamment arabe, ça, je l'ai vu sur plein d'hôpitaux. Il y a des hôpitaux, en effet, qui ont carrément renommé le nom de leur nom tout simplement. Donc, on a la version chinoise et juste en dessous la version arabe. On a aussi quelque chose qui est assez inquiétant en fait, qui est dans l'un des aéroports de la province des Ouïghours, du Xinjiang, où en fait on peut voir la photo dans l'article. Au sol, en fait, on a une inscription très étrange où on nous indique en chinois et en anglais que c'est la voie la plus rapide pour transporter des organes. Donc, ça veut dire que du coup, il y a des organes qui sont transportés en avion, alors qu'en fait, ça n'a clairement aucun sens, dans le sens où en fait, cet aéroport, l'aéroport de Kashgar,
En fait, c'est une province qui est très faible en fait pour la Chine, c'est 25 millions d'habitants. Si ça avait été, enfin c'est pas une province d'ailleurs le Xinjiang puisque c'est une région autonome, je tiens à le préciser. Mais par exemple si je compare avec la province du Hunan, là il y aurait plus de logique dans le sens où il y a beaucoup de transports, beaucoup de personnes. Dans le Xinjiang tout de suite ça paraît très étrange. Ils sont 25 millions d'habitants. Pourquoi carrément à l'aéroport on a cette proposition, ce signe qui nous indique que du coup il y a des transports d'organes réguliers. Donc non seulement on peut voyager directement en Chine si on est étranger pour du coup avoir un organe halal, soit on peut aussi peut-être se le faire livrer puisque c'est ce qui nous donne cette impression, peut-être en tout cas se faire greffer peut-être à Pékin, puisque à Pékin on sait qu'il y a des hôpitaux qui étaient spécialisés là-dedans et qui le sont toujours. On sait aussi que sur plein d'hôpitaux, les quelques phrases qui sont indiquées en anglais, c'est des phrases qui sont écrites, qui sont basées sur les organes, où on a toujours kidney, ce genre de choses. Les reins, par exemple, c'est quelque chose qui est très souvent proposé dans les hôpitaux et qui est proposé du coup en arabe et en anglais. Oui, et pour rappel, tu mentionnes dans ton article qu'aux États-Unis, il faut 3 à 6 ans pour obtenir une greffe, alors qu'il y a 145 millions de donneurs, de personnes enregistrées comme donneurs d'organes, et en Chine, 12 jours, alors qu'il n'y a que 13 536 donneurs, personnes enregistrées comme donneurs. Donc, en fait, en recoupant tout ça, Justine, les informations du China Tribunal, ton interview avec le docteur Torti, tes recherches, tu as réussi à déduire, en fait, forcément, ces organes viennent de condamner? Pour moi, c'est la logique. Alors, en effet, le mieux, ce serait d'être dans un camp, de filmer une transplantation. C'est impossible. Même les meilleurs journalistes sont incapables d'entrer, ne serait-ce que de filmer l'entrée ou de loin, en tout cas, ces camps. Déjà qu'on a eu du mal à prouver que ça existait. Moi, j'ai vraiment la certitude que ça existe. Pour moi, c'est le début d'une enquête. C'est rien que le début. J'espère que d'autres journalistes vont s'emparer de ça. Moi, je ne suis pas bloquée sur mon enquête. Je veux justement qu'il y ait d'autres journalistes qui travaillent dessus. Je suis persuadée que forcément, ces organes, ils viennent de quelque part. Quand on vise un certain public, donc c'est écrit musulman, quand on sait qu'il y a une population qui est vraiment persécutée, qui est enfermée dans des camps, d'où viennent ces organes? Vraiment, la question se pose, d'où viennent ces organes? On sait que les rescapés parlent très souvent, très très souvent, ils parlent tout de suite quand ils rentrent d'organes, d'analyses d'échographie, de personnes qui ne sont jamais revenues. Pareil, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, qui est aussi mentionné dans l'enquête. On se dit, où vont les corps, du coup, dans ce cas-là, si on part du principe que voilà, il y a des morts qui sont du coup des personnes qui sont exécutées pour leur organe. En fait, toujours dans cette région, en Xinjiang, en fait, juste après la construction des camps, il y a eu une dizaine de crématoires qui ont ouvert. Bon, j'ai envie de dire pourquoi pas, même si ça paraît aussi très étrange, mais à la suite en fait de l'ouverture en fait de ce crématoire, on a eu en fait des offres d'emploi pour 50 gardes du corps payés environ 1500 $ le mois. Alors, il faut savoir qu'en Chine, c'est très bien payé. Donc tout de suite, on se demande pourquoi avoir besoin de garde du corps pour ces crématoires. Pareil, Enver Tohti, lui, il a été voir l'un de ces crématoires, il pourra en parler, c'est à côté de rien. Donc on pourrait même pas se dire, bon, c'est pour éviter qu'il y ait des patients qui se perdent ou quoi que ce soit. En plus, pour avoir fait plusieurs reportages en Chine, je ne vois pas pourquoi la population chinoise irait justement traîner dans ce genre de lieu. Donc, c'est plein de petits points qui nous font vraiment penser que il y a un trafic d'organes. Pour moi, c'est une évidence. Après, je comprends bien que on n'est pas dans le camp, on n'a pas écrit noir sur blanc organe halal. Mais moi, par exemple, j'ai pu parler avec un médecin qui, avant, faisait du trafic d'organes pour musulmans, parce qu'on sait parler en anglais. Pour moi, tout concorde. Et pareil, dans ton enquête, tu cites le journaliste Ethan Gutmann, qui lui aussi s'intéresse beaucoup à la cause ouïghour, et qui lui affirme, concernant les Ouïghours et les Kazakhs, donc deux minorités musulmanes, qu'il y a 25 000 Ouïghours de 25 à 35 ans qui seraient tués chaque année pour leurs organes. C'est ça.
En fait, Ethan Gutmann, lui, il a publié 2 livres, je crois, sur les prélèvements d'organes. Donc pas que sur les Ouïghours, mais il parle des Ouïghours. Et justement, bah, c'est un peu, je pense, son prochain peut-être livre sur les organes halal. Et ce qu'il a fait, c'est essayer c'est très compliqué à faire, hein, calculer le nombre de disparus et le nombre de rescapés, les personnes qui sortent. Sachant qu'on n'a aucun, bien sûr, chiffre officiel. Personne ne note. Peut-être que si, probablement que la Chine note ces prisonniers, mais on l'envoie pas à la communauté internationale, donc malheureusement on n'a pas les chiffres, on ne sait pas finalement combien de personnes s'en sortent, combien de personnes reviennent dans la société. On sait qu'il y en a qui en sortent, mais combien sur les personnes qui disparaissent. Vraiment, il suffit d'aller dans cette région pour avoir bon nombre de familles qui ont vu disparaître le père, la mère, et puis par exemple, du coup, on a des enfants qui deviennent orphelins, qui vont dans des camps de rééducation. C'est assez c'est assez terrifiant quand on y pense parce que ça rappelle vraiment les pires moments de notre histoire. Mais en tout cas, Ethan Gutmann, oui, lui a fait ce calcul et estime qu'on est à des milliers de disparitions par an. Oui, et avant d'accueillir Dr Torti dans ce live, je voulais aussi revenir sur les autres minorités qui sont aussi prélevées de force, dont les organes sont aussi prélevés de force. Donc, comme on l'a dit, il y a d'autres minorités musulmanes, les Kirghizes, les Hui, les Kazakhs, mais aussi les Falun Gong, donc les catholiques et les Tibétains. Et les Falun Gong, leur cas, il est intéressant, c'est un groupe religieux qui pratique la méditation, le Qigong, c'est ça, et qui du coup est réputé être en bonne santé. Donc, toujours cette idée de corps idéal recherché par les Chinois, pour le coup, pas par les étrangers. Oui, oui, exactement. Bah, c'est exactement ce dont je parlais tout à l'heure, avec le ministre même de la Santé chinoise qui a avoué, il a avoué par téléphone qu'il y avait eu, et qui a peut-être probablement, mais en tout cas, lui, il a dit qu'il il y avait eu des prélèvements d'organes sur les Falun Gong. C'est probablement, enfin, c'était la suite logique après les condamnés à mort, les Falun Gong qui étaient vraiment considérés et qui sont toujours considérés comme une menace pour le gouvernement chinois. Et puis, du coup, la suite logique, c'est les Ouïghours qui sont internés dans des camps. C'est vraiment interné. Merci, merci Justine. On va proposer à Dr Torti de nous rejoindre sur ce live. Hello, Dr Enver Torti. Hello, wow, what a beautiful language. I listened with joy and I understood nothing. I forgot to tell you the live would be in French, Doctor. Yes? So when you will speak, I will translate. Give me just a time between your sentences so I can translate. Okay? Okay. Okay. So just to introduce you, Dr Torti, donc Enver Torti est un docteur chirurgien oncologique, ex-chirurgien oncologique parce qu'il ne pratique plus. Il était en Chine, il est exilé au Royaume-Uni et il est membre de l'ONG ETAC, End Transplant Abuse in China, qui a justement réuni le China Tribunal pour enquêter sur ces fameux prélèvements d'organes forcés. Et il a témoigné auprès du China Tribunal. Et surtout, Dr Enver Torti a été interviewé par Justine Rex dans son enquête incroyable pour Vice sur les trafics d'organes halal et autres. Et il a lui-même opéré des condamnés à mort en 1995. Donc, on va lui demander, il va nous parler en anglais, on essaiera de traduire, bien sûr. Dr Torti, can you tell us, please, you took part in a forced transplant. You took part in taking organs. Can you tell us how it happened and what happened and what did you see in 1995? Well, you said I took part. I didn't know I was taking part on this organ harvesting. I think that was by accident because I was the one who is free on that day. So my two chief surgeons asked me to assemble a team and come to the Western Mountain execution ground next day morning, and where they executed more than 10 prisoners. And from this execution ground, what we can see is all just prisoners, they were wearing prisoners' uniform, and then the bullet shoot to here and out from this fur part. But when we arrived here, there's a policeman said, go to the far right. So we went to the far right. There was another one
the bullet shoot to the right chest, and he was wearing civilian's clothes, and his head wasn't shaved like mine. And my two chief surgeon was waiting there and told me, now you take this body, put it into your one, and remove liver and the two kidneys as quick as possible. Okay. Then I understood why I was there. Okay, let me translate, Dr. Tosti, then we can move on. Oh, so sorry. Yeah. No problem. Donc, Dr. Enver Tosti nous raconte qu'il n'était pas au courant qu'il allait du coup procéder à une transplantation, enfin qu'il allait récupérer des organes sur des corps de condamnés. Son chef l'a appelé, il était dispo, il était de service ce jour-là. Il est allé sur une montagne, sur le flanc d'une montagne où on exécute des condamnés à mort. Il a vu des corps, une dizaine de corps avec des balles tirées dans les corps, donc à travers la tête, comme il l'a dit, et sur le côté. Et son boss lui a dit d'aller prélever immédiatement le foie et les 2 reins, c'est ça? De souvenir, c'est un foie et un rein. Un foie et un rein. Ok. Et aussi, un détail que tu m'avais dit, Justine, c'est que finalement, ils font exprès de pas tuer la personne et de tirer au mauvais endroit, si on peut dire, pour qu'elle reste vivante pendant qu'on prend l'organe, c'est ça? Alors ça, c'est ce que Enver m'a raconté, ainsi que des sources du China Tribunal. Alors ça, c'est à l'époque, surtout des condamnés à mort. Je sais pas ce qu'il en est maintenant des Ouïghours, mais là, comme l'a raconté Enver, en fait, la personne qui l'a opéré, à qui il a enlevé un rein et un foie, et le foie, en fait, elle avait du coup la balle au niveau de la poitrine. Et si on veut tuer quelqu'un, pour ce qui est des condamnés à mort, c'est quand même pas bien compliqué, hein, ils ont les mains attachées, ce genre de choses. Donc, beaucoup pensent que, en fait, pour ce qui est des condamnés à mort, on visait exprès les mauvais endroits. Bon, on a quand même l'exemple de celui qui a la balle dans la tête, mais très souvent, pour ceux qui avaient peut-être des organes qui étaient valables et qui pouvaient être pris, on faisait exprès, voilà, de viser au même mauvais endroit pour qu'en fait, les organes tiennent un peu plus longtemps, même si on sait bien que un organe, même si la personne est décédée, on peut le récupérer. Hein. C'est ce qui se passe en France dès qu'il y a une greffe. Mais c'est quand même plus facile quand la personne vit toujours, puisque Enver, il a opéré quelqu'un qui en fait était encore en vie. Yeah, Dr. Tosti, I was Yes. talking with Justine about what you said, that they shot this person on the chest so that they stay alive and the organ is still usable, right? Yes, because they deliberately shoot to the right chest, so this person will die, but will not die immediately. So to say, there's enough time for me to remove those organs. Ça lui a laissé assez de temps. En fait, il tire les personnes qui tuent le condamné à mort, vise exprès du côté droit de la poitrine au lieu de viser le cœur ou la tête, comme disait Justine, pour qu'elle reste un peu en vie pendant qu'il opère, pour que l'organe soit plus efficace, si l'on peut dire. Doctor, you said in an interview to China Tribunal, you became a robot in that moment. Because I was a young student at that time, and when they asked me to do something, I was so excited. You see, I didn't have that guilty feeling. I thought anyone, if he's sentenced to death, he must be the enemy of the state. And since he's enemy of the state, he should be eliminated. So I thought I was doing the right thing. Donc, Dr. Tosti affirme qu'il était jeune et qu'il a écouté ce qu'on lui a dit et qu'il s'est dit, si c'est des personnes condamnées à mort, c'est que ce sont des ennemis de l'État et que si c'est des ennemis de l'État, moi, ce que je fais, c'est la bonne chose. So you felt like you were brainwashed or? No, it's not. I felt I was brainwashed. I was brainwashed since I was born. So I thought whatever ideology we were in, it was the right one. It was great. So I didn't feel any guilty, because that was that society. Everybody is like that. Dr. Tosti affirme qu'il n'a pas senti la moindre culpabilité et qu'il était et qu'on l'a brainwash de la naissance, lavé du cerveau de la naissance, et qu'il pensait qu'il faisait la bonne chose, que l'idéologie officielle est la bonne. Et voilà, j'ai oublié le reste.
Okay, Dr. Toshi, before we move on to the second part of the live about the other violations of the rights of Uyghurs, do you want to say something as a Uyghur, as an activist, as a former doctor? Well, I believe that God created us equal, and nobody on earth should subject to anybody else. But Uyghur people in this area called Xinjiang has been the second-class citizen all the time. And since Chinese government, they are taking this Uyghurs organ since 1990. We never had our voice to be heard until now. Donc, Dr. Torti, je lui demandais de conclure son live avant qu'on passe à la deuxième partie. Et il me demandait, il m'a dit qu'en fait, pour lui, on est tous nés égaux. Dieu nous a créés égaux. Mais qu'en Chine, les Ouïghours sont des second-class citizens, des citoyens de seconde zone. Et que jusqu'à aujourd'hui, leur voix n'est pas entendue. Thank you so much, Dr. Torti. Thank you. Thank you so much for being with us. Stay with us. Thank you very much. Okay, yeah, I'm here. Thank you. Et je propose d'accueillir sur ce live maintenant Zumretay Arkin du Congrès mondial des Ouïghours. Bonjour. Bonjour. Bonjour Yasmina. Ça va? Oui, ça va et vous? Bonjour Justine. Bonjour. Zumretay, alors vous êtes programme manager du Congrès mondial des Ouïghours. Vous êtes Ouïghour et québécoise. Déjà, est-ce que vous voulez réagir par rapport à cette interview qu'on a eue avec Justine et Dr. Torti sur les organes halal, le trafic d'organes halal? Oui, comme je pense que Justine l'a répété plusieurs fois, qu'on n'a pas de preuves concrètes, on n'a pas de preuves de première source ou quoi que ce soit, mais si on prend le contexte en général, le contexte d'oppression de tout le peuple ouïghour et des minorités ethniques en Chine en général, on peut conclure ou on peut penser que ça se passe réellement en Chine et que c'est une pratique courante. Et justement, dans les camps, les conditions dans les camps, on a connaissance de ces conditions en raison des témoignages qu'on a eus des anciens détenus qui ont réussi à sortir parce qu'ils avaient d'autres passeports. Et de leur témoignage, on sait que ils se faisaient injecter des vaccins. Peut-être que c'était pour leur santé, mais on ne sait pas parce que quand un gouvernement interne 1 à 3 millions de gens d'une ethnie, on peut avoir des doutes sur justement la nature de ces injections. Et aussi, les femmes, ils ont après leur internement, ils ont arrêté d'avoir après quelque temps leur menstruation. Donc, il y a aussi des inquiétudes par rapport à la stérilisation des femmes. Et donc, tout ça pris en tout, ça nous, je vous dirais, ça nous pousse à croire que c'est pratiqué comme pratique. Donc, moi, je ne suis pas une experte des organes, des transplantations ou quoi que ce soit, mais je pense que, considérant que le gouvernement chinois refuse tout contrôle indépendant de ce système, que justement le consentement éclairé et de plein gré, c'est une condition préalable pour ce genre de pratique, mais on sait que le gouvernement chinois n'est pas très transparent ou par rapport à quoi que ce soit d'ailleurs, mais surtout sur ces pratiques. Et une des raisons aussi, c'est que on n'arrive pas à, justement, les organisations mondiales de la santé, ils n'arrivent pas à avoir accès ou, vous savez, sur le terrain ou même juste les experts de l'ONU, ils n'arrivent pas à avoir accès au terrain pour, justement, évaluer la situation qui est sur le terrain. Donc, c'est toutes des inquiétudes qui, peut-être, avec le temps, vous savez, la Chine va avoir plus de misère à cacher. D'accord. Dilnour Rehan nous a rejoint. Bonsoir Dilnour. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, on peut attendre. Dilnour, vous êtes à l'Université libre de Bruxelles, vous êtes enseignante à l'INALCO et présidente de l'Institut Ouïghour d'Europe. Est-ce que vous voulez réagir aussi à votre tour sur cette enquête de Justine Rex sur les organes halal
tout d'abord? Je pense que tout est dit. Anwar Torté et Justine qui ont déjà beaucoup dit sur la question. Comme Zumratay, je ne suis pas experte sur la question non plus, mais cependant, on connaît cette question depuis de longues années, on entend, et que surtout mon inquiétude, comme tous les autres Ouïghours actuellement, c'est les camps dans lesquels il y a millions de personnes enfermées. Et il y a aussi, comme le monde entier sait, il y a une prise de sang, collecte de sang de l'ensemble de la population ouïghour. Je pense que tout cela c'est lié et ce n'est pas un acte innocent, ce n'est pas une campagne innocente. Donc je pense que la question cruciale actuellement, et je remercie donc au nom des Ouïghours aussi pour cette enquête difficile. Je sais qu'il y a déjà et qu'il y aura des contre-attaques sur la question, parce que c'est une question difficile à enquêter, comme pour les camps, mais cependant, en fait, cette question est soulevée et a soulevé aussi beaucoup d'attention actuellement, notamment dans le monde francophone, et pour cela, je suis bien contente. Très bien. Oui, en fait, cette enquête d'Inur et Zumratay, pour vous, elle ne fait que révéler, c'est à ça que je voulais en venir, des conditions évidemment de détention, comme le dit Raphaël Glucksmann, la plus grande politique d'internement au monde aujourd'hui. Est-ce que vous voulez, pour les personnes qui ne connaissent pas les conditions dans lesquelles sont ces Ouïghours, je sais que vous en parlez souvent, etc. Est-ce que vous voulez rappeler ce qui se passe là-bas? Zumratay. Oui, dans le fond, depuis 2017, on a vu on a eu une émergence de preuves par voie satellite, des images de satellite, des reportages que les journalistes étrangers ils sont allés sur le terrain et ils n'ont pas réussi nécessairement à rentrer dans ces camps, mais ils ont réussi à approcher ces camps et ils ont vu que c'était vraiment des institutions avec une haute surveillance et d'ailleurs, ils se faisaient arrêter par la police à plusieurs reprises. Puis de plus en plus, quand les journalistes, quand ils s'approchaient de plus en plus de ces camps, de ces institutions, ils se faisaient questionner puis ils se faisaient refuser l'accès. Donc, avec tout ça pris en compte, et aussi on a eu plusieurs reportages de sources différentes qui nous ont indiqué justement la construction de ces camps qui se comptent par des milliers à travers le Turkestan oriental. Et donc, ça a commencé en 2017. Puis après, on a eu de plus en plus de preuves qui sont sorties. Puis récemment, cette année, avec les documents qui sont échappés du Parti communiste chinois lui-même. Donc, c'est des leaks qui sont sortis depuis novembre, les China Cables, le Qaraqash List qui est sorti au mois de février, qui nous donne vraiment le contexte d'internement en masse de cette population qui, maintenant, comme je vous l'ai dit, se situe entre 1,8 à 3 millions d'Ouïghours et d'autres ethnies de confession musulmane, comme les Kazakhs, les Kirghizes, et peut-être qu'il y aurait aussi même des Hui, donc les Chinois musulmans. Donc, je vous dirais que depuis 2016, avec l'arrivée de Chin Chuang-Gua comme secrétaire au Parti communiste dans la région ouïghour, l'oppression a vraiment, je pense que, est rendu pire parce qu'il a vraiment, en 2016, introduit un système de surveillance qu'on connaît aujourd'hui, un système de surveillance orwellien, comme on le dit. Il était vraiment connu pour, justement, ses politiques répressives au Tibet, parce qu'il était au Tibet avant. Donc, quand il est rentré en fonction au Turkestan oriental, il a vraiment amené il a établi ce système de surveillance. Donc, à partir de 2016, je vous dirais que ça a commencé à vraiment changer dans cette région, puis de devenir de plus en plus répressive envers les Ouïghours et les minorités. Et c'est ça aussi qui a mené à la construction de ces camps que, la Chine au début, quand on a eu les premières preuves qui sont sorties, a complètement nié l'existence de ces camps. Et peu après, de plus en plus de preuves qui sortaient, ils ont changé de cap et ils ont dit « c'est des centres de rééducation pour les gens ». Mais si on regarde les gens qui sont internés ou
on a vu depuis 2016 la disparition en masse d'académiciens, des professeurs d'université, des gens avec des autres positions ou même des gens qui travaillaient, des Ouïghours qui travaillaient dans le Parti communiste même chinois. Donc, ces gens, si c'est vraiment la vraie raison, le vrai raisonnement de la Chine, ces gens n'ont pas besoin d'être rééduqués. C'est des gens extrêmement qualifiés. Donc, ça nous prouve que la Chine est en train de mentir et est en train d'interner en masse ces gens. Et bon, après, même à l'extérieur de ces camps, on regarde la société, la société ouïghour, ils n'ont aucune liberté, que ce soit leur liberté de mouvement. En 2016, tous les Ouïghours de la région, ils ont commencé à devoir rendre leur passeport. Donc, ça, c'est une tactique du gouvernement pour limiter leur mouvement, que ce soit à l'intérieur de la région, pour qu'ils n'arrivent pas à sortir ou donc pour vraiment limiter et que ce soit au niveau de la liberté d'expression, on peut plus rien dire. Les gens, les Ouïghours, ils vivent dans une peur continuelle qui ne laisse plus place à rien. Et justement, vous parliez de Chen Quanguo, qui gère maintenant la région du Xinjiang et qui était à Tibet. Il a affirmé dans un document consulté par l'AFP, il faut dans ces centres enseigner comme des écoles, être géré comme à l'armée, il faut enseigner comme à l'école, gérer comme à l'armée et défendre comme dans la prison. Bilnour, comment ça se traduit cette phrase de ce cadre de ce chef du parti dans la réalité des faits? Dans la réalité, pour la gestion des camps, nous savons d'une part, en fait, par les témoignages des rescapés, nous avons plusieurs milliers de rescapés qui sont maintenant notamment au Kazakhstan, par leur récit. Ensuite, il y a également, en fait, comme Zumrata vient de citer, les plusieurs révélations qui sont sorties à la fin de 2019, donc qui ont confirmé ce qu'on savait et ce qu'on disait depuis ces 3 dernières années. Donc, les révélations et les concordent à dire sur les conditions terribles de ces camps. D'une part, ce qui est important à souligner par ces révélations aussi, c'est l'appellation de ces camps. Ces camps sont bien appelés camps de concentration à l'intérieur du Parti communiste. Dans leurs documents internes, ils l'appellent bien avec ce nom. Ensuite, bien entendu, cela explique aussi leur tactique de présentation de ces camps à l'extérieur. Donc, il y a plusieurs formes de discours à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, sur la gestion des camps, donc enfin, on le sait aussi, d'une part, effectivement, des cours de lavage de cerveau, en forçant les détenus, parce que ce sont bien les détenus, en les forçant à apprendre, d'une part, le chinois et les doctrines du Parti communiste, mais aussi les louanges à Xi Jinping. D'autre part, également des tortures psychologiques, mais aussi humiliation, torture physique sur des détenus, dans des conditions. Ce qu'on apprend également, pour apprentissage de ces cours, il y a un temps très limité. Et que si les détenus ne peuvent pas apprendre par cœur dans ce temps limité, ils auront de punitions, c'est-à-dire des tortures physiques. On sait un certain nombre de morts, on connaît, et qu'il y a, c'est certainement même pas 1% peut-être, des personnes réellement mortes. Puisqu'en fait, ce qu'on sait, ce sont les personnes souvent connues, ou alors ce sont souvent des personnes qui ont des familles à l'étranger. C'est grâce à qui on peut dévoiler ces informations concernant la victime. Cependant, dans les camps, la grande majorité des personnes n'ont personne pour revendiquer leurs droits à l'étranger, comme nous, par exemple, on fait tous pour des personnes qu'on connaît. Pour des personnes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas est-ce qu'ils sont dans les camps, est-ce qu'ils sont à l'extérieur. À l'heure actuelle, nombre d'entre nous, 80% environ, minimum, on ne sait même pas, nos familles, est-ce qu'ils sont dans les camps ou pas.
Donc, voilà. Ensuite, les camps, les tortures donc infligées sur des détenus, c'est notamment en fait des personnes âgées ou encore des personnes qui ont des problèmes de santé. À l'intérieur de camps, il est interdit de soigner ou alors faire soigner ces détenus qui ont des problèmes de santé. Et nombreuses personnes à l'intérieur, ils avaient déjà des problèmes de santé. Donc, avec les tortures, avec le manque de médicaments et manque de soins, nombreuses personnes décèdent également. Ensuite, nous connaissons également par le biais de témoignages et pourquoi ils sont internés, dans quel motif ou avec quelle raison, parce qu'il faut bien leur dire pourquoi ils sont détenus. Et bien avant cela, à partir de 2014 déjà, donc enfin il faut savoir, tout cela explique aussi, c'est un projet de longue haleine et ça s'est planifié depuis longtemps, ces camps de concentration. Dès 2014, la Chine avait diffusé en ouïghour et en chinois dans la région ouïghour sur l'application WeChat une longue liste de 75 signes de radicalisation. Ces signes de radicalisation incluent des comportements, par exemple, si vous ne fumez pas, si vous ne buvez pas d'alcool, ou alors si vous ne regardez pas la télévision, parce qu'il n'y a que télévision d'État, hein, il n'y a pas de télévision privée en Chine. Et vous alors, si vous avez trop de livres à la maison alors que vous n'êtes pas professeur ou écrivain, ou alors si vous stockez des nourritures plus de 2 jours, tout cela peut impliquer votre internement dans un camp. Ça, c'était sorti en 2014 déjà, cette liste de 75 signes de radicalisation que nous pouvons trouver sur Internet. Maintenant, cela mise en application seulement à partir de l'arrivée de Chen Zhuangguo. Donc, avant cela, c'était une étape de préparation aussi vis-à-vis des Ouïghours, comment ils vont réagir à cette liste dans un premier temps, ensuite de mettre en place réellement en exercice. Donc, voilà, et d'une part, il y a ces 75 raisons d'internement. D'autre part, il y a la gestion à l'intérieur, c'est-à-dire des cours, des tortures physiques, humiliation, c'est-à-dire humiliation, donc enfin, humiliation, ça se passe également autocritique. Par autocritique, c'est-à-dire que vous devez critiquer, renoncer votre foi musulmane et aussi votre identité ethnique. Il y a bien avant les camps, à partir de 2015-2016, il y a eu une campagne de remerciement à l'État. Il est important de dire cela parce qu'à partir de 2015-2016, l'État a organisé dans la région ouïghour, partout, en encourageant d'abord les cadres ouïghours du parti à écrire des remerciements, ensuite encourager ses compatriotes ouïghours à faire de même, exprimer leur satisfaction, leur remerciement à l'État chinois et au Parti communiste et à Xi Jinping. Remerciements. Donc, cette campagne a duré 3 ans environ, à partir de 2015. Et que ensuite, par la suite, dans une deuxième étape, ils ont obligé des étudiants, certains étudiants ouïghours qui font des études à l'étranger, à faire de même, c'est-à-dire écrire des lettres ouvertes en exprimant leur gratitude envers l'État chinois et le Parti communiste et à Xi Jinping. Donc, en fait, ce que j'essaie de dire, d'exprimer, c'est de montrer ce n'est pas soudain, cette politique de camp de concentration. Ça s'est passé par un processus bien planifié, donc dès 2014. D'ailleurs, dès 2014, on sait aussi la visite très médiatisée de Xi Jinping dans la région ouïghour, notamment avec une photo célèbre dans lequel il montre les outils de torture en disant il faut éradiquer le problème ouïghour. Et le problème ouïghour, il veut dire la question de nationalisme, c'est-à-dire le séparatisme et, entre guillemets,
soi-disant le radicalisme islamique. Donc, c'est ça, parce que finalement, c'est une répression d'Il-Nour qui a commencé après le 11 septembre 2001, enfin, si on doit un peu revenir en arrière, et on répond à des accusations de terrorisme, de radicalisme, de séparatisme. Qu'est-ce que vous répondez Il y a eu des attentats, en effet. Est-ce qu'il y a du terrorisme, de l'extrémisme chez les Ouïghours? Est-ce qu'il faut protéger la population chinoise de ça? Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations? Là, sur l'accusation terroriste, en tant que chercheuse, je dirais que c'est une pièce montée par l'État chinois. Maintenant, il y a des attaques et des mécontentements individuels des Ouïghours. Mécontentements individuels. Ensuite, ce n'est pas nouveau chez les Ouïghours. La contestation contre le colonialisme, parce que, disons-le bien, la région ouïghour, c'est une région, c'est un pays colonisé depuis 1949. Donc, puisqu'il y a le colonialisme, il y a la répression. Ensuite, puisqu'il y a la répression, il y a toujours des contestations. Donc, les Ouïghours, ils ont toujours contesté depuis le début. Et que toujours, tous les mois, il y a des petites contestations, c'est-à-dire individuelles, des actes individuels contre les postes de police ou alors des accrochages avec les policiers, etc. Ensuite, tous les 10 ans, il y a une grande contestation, c'est-à-dire une grande manifestation, réprimée toujours, bien entendu, dans le sang, suivie d'un grand nettoyage ethnique, d'un grand nettoyage politique, avec une arrestation massive des jeunes Ouïghours souvent. Moi, je viens d'une ville contestataire, Gouldia, et que nous avons toujours connu des grandes manifestations de ce type. Ensuite, vous y étiez en 2009, vous étiez au grand soulèvement de Urumqi, la capitale. Non, je n'étais pas là, j'étais en France en 2009, mais avant 2009, on connaît parce que c'était la période où on a commencé à se connecter sur Internet pour informer le monde. Et puis, je parlais à Zumretay, pardon. Zumretay m'avait dit, je pense, pardon, j'ai bien compris, vous étiez à Urumqi pendant les manifestations. Oui, dans le fond, les manifestations ont commencé le 5 juillet. D'ailleurs, c'est le 11e anniversaire la semaine prochaine. Mais j'ai atterri le 7 juillet, pardon. Donc 2 jours après. Mais le 7 juillet, c'était aussi le moment où il y avait vraiment une répression de la part du gouvernement, de la part des Chinois, où il y a vraiment eu un conflit interethnique pendant cet été. Tout l'été, j'ai passé mon été là et j'ai même été témoin des arrestations par la police des jeunes Ouïghours, juste parce qu'ils étaient Ouïghours et qu'ils exprimaient leur identité culturelle, leur identité Ouïghour. Pendant tout cet été, on a vu et on a entendu de nombreux jeunes Ouïghours qui ont été arrêtés ou disparus de force, donc arbitrairement disparus pendant tout cet été. Donc, c'est vraiment, comme le dit Dilnour, à chaque 10 ans, on a vu ce genre de grandes manifestations. Donc, comme le 5 juillet, ça a vraiment commencé comme une manifestation très, très pacifique de la part des Ouïghours de Urumqi, mais ça a vite tourné chaotique parce que c'était l'intervention répressive de la part des autorités. Finalement, c'est l'été 2009, on peut dire que ça a commencé, peut-être le rapport violent de répression de la Chine vis-à-vis du mouvement indépendantiste ouïghour. Dilnour? Oui, j'aimerais préciser aussi, bien sûr, en fait, 2009, ça a changé beaucoup de choses, à la fois pour la politique chinoise et au destin des Ouïghours. Et aussi, je voudrais préciser un point important sur la question de terrorisme. Vous avez bien souligné, ça a commencé avec 2001, avec le 11 septembre 2001. C'était un pain béni pour la Chine. Et que je dirais, en tant que Ouïghour, les plus grandes victimes de cet attentat de 11 septembre, ce sont les Ouïghours. Même si nous n'avons rien à voir avec, même si nous sommes à l'autre bout du monde. Parce que c'est avec cela que la Chine a pu mettre les Ouïghours
ou une organisation qu'on ne connaissait même pas l'existence comme organisation terroriste. Et ensuite, toute contestation ouïghour, individuelle ou collective, est classée comme terroriste. Cependant, si on ne va pas dire tous les jours, mais tout le temps en Chine, ailleurs, dans d'autres provinces chinoises, il y a des contestations bien pires, c'est-à-dire des personnes qui tuent d'autres personnes. Et il n'y a pas longtemps, à Pékin, une personne psychologiquement dérangée a tué une vingtaine d'enfants dans une école primaire. Cela s'est passé comme des faits divers, comme toujours. Cependant, enfin, si un Ouïghour il se bagarre avec un autre, s'il y a de morts entre les deux, là, cet acte est immédiatement labellisé comme terroriste. Vous voyez la question. C'est pourquoi nous, aussi, parmi les chercheurs aussi, nous ne croyons pas à cette labellisation de terrorisme. D'ailleurs, la Chine a justifié, et c'est bien triste parce que les médias occidentaux ou pas d'ailleurs, les médias, ils utilisent toujours ces arguments chinois d'abord. Les trois attentats qui ont eu lieu dans diverses villes chinoises, y compris Urumqi, la ville ouïghour, mais aussi à Pékin et dans une autre ville chinoise, 3 attentats en tout entre 2013 et 2014. Et que, au nom de ces 3 attentats, qu'on ne sait pas qui l'a fait, parce que c'est seulement la Chine qui le dit que ce sont les Ouïghours qui l'ont fait, mais il n'y a aucune preuve, il n'y a aucune organisation à l'étranger qui l'a revendiqué, aucune. Il n'y a aucune recherche, aucun chercheur ne l'a prouvé. Mais cependant, les médias ne font aucun retenu sur cette question. Lorsqu'ils utilisent aujourd'hui, lorsqu'ils expliquent le sort des Ouïghours, les camps de concentration, ils aiment bien dire d'abord parce qu'il y a eu ces 3 attentats. Ensuite, la Chine a durci sa politique. C'est pour nous, c'est clairement de prendre position pour justifier la politique chinoise, justifier l'éradication de tout un peuple. Donc, c'est très grave cette question. C'était pas mon but, hein, Dilnour. C'était. Mais j'en ai profité pour bien préciser cela. Merci. Si je peux juste rajouter un point très rapide, si on regarde justement des leaks qui sont sortis récemment, on regarde aussi le langage utilisé par les officiels du Parti communiste et Xi Jinping lui-même, je vous cite, il a dit il faut éradiquer, l'islam est un virus qu'il faut éradiquer. Ça, je vous le dis, c'est cité. Donc, il faut aussi analyser la réflexion, il faut réfléchir sur justement ce genre de langage qui nous traite comme vraiment un virus à éradiquer, que ce soit au niveau religieux ou au niveau culturel. C'est vraiment une attaque sur toute une population ethnique. Et l'argument de terrorisme, de combattre le terrorisme, je veux dire, le terrorisme, oui, c'est légitime comme combat de mettre des mesures pour combattre le terrorisme. Je veux dire, tous les pays veulent combattre ça, mais d'interner massivement des millions de gens dans des camps d'internement contre leur volonté, ça ne justifie aucunement ce genre de répression que les Ouïghours vivent en ce moment. Moi, ça me rappelle vraiment en décembre 2019, quand Xi Jinping a annoncé qu'il voulait réécrire le Coran et la Bible. Il y a un vrai problème avec les religions, donc l'islam, mais pas seulement. Toute autre religion est prohibée. C'est vraiment, c'est aussi, on dit souvent de sinicization en anglais, la sinicisation de justement de vraiment avoir une seule culture et que ce soit la culture chinoise qui est promouvée partout en Chine et qu'on éradique toutes les différentes cultures ou mentalités ou idéologies parce que si on regarde la Chine, elle a plus que 50 minorités ethniques. Et pour revenir à ce que vous disiez, Dilnour, le Raphaël Glucksmann a parlé de ça. Justement, il a dit les Ouïghours sont aujourd'hui internés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font.
juste à cause de l'acte d'un groupe armé et de ces 3 attaques. Et j'en profite pour revenir sur votre combat et votre victoire aujourd'hui avec Lacoste. Est-ce qu'on peut revenir sur ça finalement? Donc, on a découvert cette année que 83 marques, dont Lacoste, Nike, Adidas, H&M, Zara, Volkswagen, etc., ont été impliquées dans le travail forcé fait par des Ouïghours en Chine. D'abord, vous avez eu une victoire avec Adidas la semaine dernière qui a promis de s'engager à ne plus utiliser le travail forcé des Ouïghours. Aujourd'hui même, juste avant notre live, c'était Lacoste. Est-ce que c'est des victoires, Dinour? Est-ce que finalement, avec l'économie, ça peut être une arme pour lutter contre l'exploitation des Ouïghours? Complètement. Je pense qu'enfin, beaucoup pensent que la Chine est trop puissante. Tous les États sont dépendants financièrement de la Chine, donc on ne peut rien faire. Ce sentiment fataliste, il fallait se battre contre ce sentiment fataliste. Donc, puisqu'en fait c'est une société, on vit dans une époque extrêmement de surconsommation, en réalité, nous avons, en tant que consommateurs, nous avons notre pouvoir d'influencer. Donc, et puisqu'en fait, les États, politiquement, ils sont dépendants sur les financiers, sur les banques ou autres, donc, mais finalement, la base, ce sont les consommateurs. Donc, après cette révélation de 83 marques internationales qui sont liées directement ou indirectement avec le travail forcé des détenus ouïghours dans les usines, à la fois en Chine et à la fois près du camp de concentration en région ouïghour, donc avec Raphaël Glucksmann que nous avons commencé à travailler depuis à la fin de 2019. Donc, tout récemment, nous avons commencé par attaquer d'abord, Adidas. Donc, tout cela s'est passé sur Instagram avec la force des followers, avec la force des internautes simples comme vous et moi, qui ont interpellé directement à l'appel de Raphaël Glucksmann. Donc, il y a bien entendu, nous avons bénéficié de la visibilité, de notoriété de Raphaël. Ensuite, deuxièmement, aussi, surtout, la force des internautes en tant que consommateurs. Donc, en tant que consommateurs, chacun d'entre nous nous avons la responsabilité et nous avons la force de changer la politique. Donc, en effet, avec plusieurs milliers d'internautes sur Instagram qui ont interpellé avec nous Adidas. Adidas a répondu favorablement et finalement, par une forme écrite, a promis d'arrêter toute collaboration directe ou indirecte avec des organismes qui utilisent ou alors qui exploitent le travail forcé des Ouïghours. Maintenant, en fait, depuis la semaine dernière, on attendait un rendez-vous avec Lacoste que Raphaël Glucksmann allait voir. Donc, on vient d'avoir la bonne nouvelle. Donc, Lacoste également s'est engagé. Maintenant, on va attaquer les 81 marques internationales. Donc, j'appelle tous les internautes ici qui utilisent Instagram de nous rejoindre à notre lutte et de faire de réels actes. Parce que c'est ça la réelle victoire. Donc, par ce qu'on consomme, en fait, nous, on peut avoir un poids sur la condition des Ouïghours en Chine. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre comme mesures, je veux dire, à l'échelle gouvernementale? Justine, tu me parlais, toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, la communauté internationale se réveille très doucement. Du coup, moi, je me suis intéressée vraiment sur le trafic d'organes, en particulier sur les Ouïghours. Mais elle réagit, donc c'est bien la preuve quand même que ce trafic existe. Là, il y a quelques semaines, il y a les sénateurs belges qui ont demandé l'ouverture d'une enquête des Nations Unies sur le trafic et la transplantation d'organes en Chine. Mais c'est pas nouveau, en fait, parce qu'en 2019 déjà, il y avait Amit Sabi, qui est avocat et qui s'occupe du China Tribunal, qui avait déjà demandé
au Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme d'enquêter sur le sujet. Et du coup, là, on parle de Raphaël Glucksmann, qui est vraiment le porte-parole, j'ai envie de dire, des Ouïghours en France, et qui, lui, veut vraiment mettre en place une commission d'enquête internationale au Parlement, et il veut absolument aussi des sanctions contre le gouvernement chinois et contre aussi ces entreprises qui exploitent les Ouïghours. Soumretai, vous voudriez ajouter quelque chose sur les Oui. mesures? Oui. Donc, on sait que récemment, il y a eu justement l'adoption de la loi aux États-Unis, le Uyghur Human Rights Policy Act, la loi qui protège justement les droits des Ouïghours en imposant des sanctions sur les officiels du Parti communiste qui, c'est des sanctions comme interdire de donner des visas, par exemple, pour rentrer aux États-Unis, ou par rapport au export avec des produits ou des imports de la Chine. Donc, tout ce genre de sanctions qui visent justement à une certaine catégorie de personnes qui sont qui commettent activement ces crimes ou qui contribuent à commettre ces crimes. Donc, ça, c'est vraiment une grande victoire pour la communauté ouïghour parce que ça nous donne de l'espoir, ça nous fait réaliser qu'il y a un pays puissant comme les États-Unis qui entend notre voix et qui est là pour justement nous supporter dans ce combat. Et donc, nous, on espère que ça va justement influencer les autres pays à faire la même chose. Donc, pour nous, ce serait important que les pays de l'Union européenne, donc les pays membres de l'Union européenne, fassent ou adoptent des lois similaires pour justement punir ces officiels qui contribuent activement à ces crimes, à ces atrocités. Et donc, pour les citoyens ordinaires, il y a plusieurs façons d'aider cette cause. En premier, c'est justement d'aller écouter des voix ouïghours, aller justement contacter ou rentrer en contact avec des communautés ouïghours dans votre propre localité ou propre pays. On est vraiment dispersés partout dans le monde. Deuxièmement, d'aller visiter justement les sites des ONG qui travaillent sur cette cause, comme la nôtre, le Congrès mondial ouïghour ou le Uyghur Congress, et même celle de Dilnour, l'Institut ouïghour d'Europe. Donc, c'est vraiment par vos dons, par votre support dans notre travail, par justement, vous pouvez même participer aux manifestations qu'on organise. Bon, c'est sûr que pour l'instant, c'est pas réaliste, mais post-COVID, c'est possible, de vraiment appeler vos sénateurs ou vos officiels locaux pour leur faire entendre la question, pour faire en sorte qu'ils soient au courant de ce qui se passe. Donc, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de façons, et comme Dilnour l'a mentionné, d'aller justement, pas nécessairement de boycotter, mais d'aller de pousser vers une conversation avec ces grandes marques internationales qui, justement, contribuent eux aussi à cette répression. Très bien. Et juste avant de revenir et de clôturer ce live avec l'Institut ouïghour d'Europe et le projet culturel, le combat culturel de Dilnour, je voulais rebondir sur la loi américaine. Zumretai, beaucoup de personnes, enfin beaucoup, des défenseurs du régime chinois affirment que c'est de la propagande anti-chinoise et que c'est pas vraiment de la sensibilité pour les droits des Ouïghours et des Hongkongais. Qu'est-ce que vous répondez? Nous, on est très, très, très habitués à ce genre de réponse ou ce genre de réplique. On sait que cette loi, si elle est vraiment mise en application, elle va avoir vraiment des effets positifs parce que ça va être une action concrète, une action directe pour justement arrêter les gens qui contribuent ou de leur imposer des conséquences, de dire à ces personnes que voilà ce que vous avez fait, voilà les conséquences qui en résultent. Donc, vous devez dealer avec ça. Donc, de faire ça, je pense que ça met une pression sur la Chine au niveau international. Si tous les pays commencent à faire la même chose, ça va mettre la Chine dans un coin et ils vont commencer à réagir et peut-être penser que ce qu'ils font, c'est finalement c'est pas la meilleure des solutions ou de restreindre toutes les libertés d'un peuple complet, c'est pas la meilleure chose. Ok. Mais je voulais vous dire, parce que beaucoup de personnes reprennent cet argument que les Américains sont pas forcément sensibles aux droits humains. Non. Mais c'est vrai qu'il y a cet argument, mais en même temps, c'est un des seuls pays qui, justement, adopte ce genre de loi ou de sanctions
Et alors, si les autres disent, si les autres viennent avec cet argument, alors qu'est-ce que eux ils attendent pour contrer ça, pour justement diversifier la voix des gens des pays qui supportent, des gens qui supportent cette cause. Donc, si on veut contrer ça, il faut que les pays musulmans rentrent dans ce combat, surtout les pays musulmans, parce que nous, on est musulmans aussi, mais je veux dire, c'est pas juste une question d'être musulman ou une question islamique, c'est une question de droits humains, de droits fondamentaux. Donc, après l'Holocauste, on sait, toute la scène internationale, le monde international a dit plus jamais, et en ce moment, c'est ce qui arrive. On est en train de vivre ce cauchemar encore et il n'y a personne qui fait rien. Donc, vous mettez le doigt sur quelque chose de très important. Les pays musulmans sont complètement silencieux sur le sujet. Oui, c'est un des rares pays qui s'est prononcé sur la question, c'est la Turquie. Des fois, ils nous supportent, mais c'est difficile aussi. Mais l'année dernière, il y a eu 25 pays de l'Occident qui ont signé une lettre jointe pour envoyer à la Chine en condamnant les politiques répressives de la Chine. Et en réponse à ça, la Chine a eu recours à 50 autres pays, dont la majorité des pays musulmans, qui ont signé une autre lettre en applaudissant la Chine pour leur Human Rights Record, pour leur record de droits humains, pour leur amélioration sur la question des droits humains. Donc, ça prouve à quel point ces pays, ils ont vraiment la Chine exerce beaucoup d'influence et de pression sur ces pays. Tout est une question d'argent et de politique et de soft power. Donc, c'est vraiment important que justement les pays musulmans comme le Pakistan, qui condamnent les musulmans en Inde, qui condamnent donc la situation des Palestiniens et tout, mais que quand ils viennent le temps de réagir sur la question ouïghour, ils sont comme on n'est pas au courant de cette question, alors que on partage une frontière avec le Pakistan, c'est impossible de ne pas savoir sur cette question. Oui, merci beaucoup, Zumreta. C'est important, c'est vrai que les pays musulmans prennent la parole, et comme la communauté internationale a commencé à le faire, comme disait Justine, en Europe notamment. Donc, Djilnour, comme promis, on passe à votre combat qui est important, qui en plus du combat politique est le combat culturel. Et vous m'expliquez l'importance du combat culturel, pourquoi c'est important de préserver votre identité. Et avec l'Institut Ouïghour d'Europe, quel est votre projet? Ah, Djilnour, on ne vous entend pas. Allô? Oui, ce que je disais. Allô? Non, ça bug. Je ne sais pas pourquoi. Allô? Vous m'entendez? Oui, un petit peu. Non? Un petit peu, mais c'est comme si la connexion était moins bien que tout à l'heure. Votre image est... Ouais. Est-ce que je dois reconnecter? Non, ça va? En fait, votre image est un peu figée. Est-ce que vous êtes passé sur une autre connexion Wi-Fi, ouais. Vous étiez en Wi-Fi, vous êtes passé en... Oui, c'est vrai, je ne vous entends pas super bien non plus. Mince. Oh là là. D'accord. Pas grave. Bon, Justine. Allô? Je suis restée pareil. Est-ce que je dois me reconnecter dans ce cas-là? Sortez et re-rentrez dans le live. Sortez et re-rentrez dans le live. Le temps que Djilnour nous rejoigne, Justine, est-ce que tu veux conclure ce live par un dernier mot? Ensuite, ça sera Zumreta et ensuite Djilnour avec son projet culturel. Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut revenir sur ce qu'on disait juste précédemment sur le fait qu'il y a très peu de pays musulmans en fait qui s'impliquent et notamment beaucoup de pays du Golfe qui ont signé cette fameuse lettre de soutien aux droits de l'homme en Chine, donc ce qui paraît tout de suite un petit peu aberrant. Il y avait le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Donc tout ça c'est aussi problématique dans le sens où on se dit si c'est les principaux clients, en tout cas, d'Organ Halal, c'est aussi peut-être l'une des raisons pour lesquelles ils soutiennent le gouvernement chinois. En tout cas, c'est problématique que, en tout cas, ces pays qui devraient
presque se sentir plus concernés, même si pour moi c'est plus une question de religion, par ce sujet devraient s'exprimer. En fait, finalement, ne s'expriment pas, donc c'est quand même problématique. Moi, je laisse la parole aux Ouïghours pour vraiment mettre en avant leur cause. Tout ce que moi je dis, c'est qu'en effet, je pense vraiment que il va falloir vraiment en parler au niveau international, ne pas voir ça comme vraiment une dystopie, se dire qu'il y a des gens qui sont internés, c'est un fait, une réalité. Tous les jours, il y a des gens qui disparaissent, en fait, c'est vraiment une disparition. Et là, il faut vraiment que, en France, quand même, on est un pays démocratique, on s'empare aussi du sujet et qu'on en parle autour de nous et que, voilà, on a tous appris à l'école ce qui s'est passé dans l'histoire avec certains camps. Donc, il est important qu'on cautionne pas à nouveau ce genre d'histoire. Merci beaucoup, Justine. Merci pour ton enquête et pour ta participation à ce live. Avec plaisir. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Bye bye. Zumretay, est-ce que tu veux dire quelque chose qu'on n'a pas abordé, ensuite conclure? Oui, bien sûr. Donc, en fait, en faisant ce travail, je rencontre plusieurs personnes où on a beaucoup de gens qui sont contre nous aussi, beaucoup de gens qui sont dans le déni, qui pensent que ce qu'on dit, ce qu'on raconte, ce qu'on on met de l'avant, c'est complètement faux, que c'est des faits inventés. Si c'est des faits inventés, je pense pas de premier abord, je pense pas qu'on inventerait des atrocités aussi intenses. L'internement de millions de personnes, ce n'est pas un fait qu'on invente. C'est vraiment, on base ça sur des preuves concrètes qu'on a. Et d'ailleurs, l'ONU, il a même communiqué leurs inquiétudes en condamnant justement cette incarcération massive de millions d'Ouïghours. Et aussi, moi, j'ai plus contact avec ma famille du tout. Je pense pas que ça me tenterait de faire ça par exprès. Et moi, je me fais continuellement intimider par des gens ou par la Chine. Ma famille en vit les conséquences, les répercussions. Ma tante, elle se fait interroger par les polices locales en Chine, au Turkestan oriental, à cause de mon activisme, à cause de mon travail. Donc, de nous appeler de se dire que nous, on met de l'avant des mensonges, c'est quand même osé. Donc, moi, j'invite les gens, les internautes, les gens qui nous regardent, à vraiment se renseigner sur la situation, d'aller voir au-delà de ce que la Chine propose comme narrative, on dirait, de vraiment se renseigner sur cette question et de faire leur part, parce que c'est vraiment une question d'être sur le bon côté de l'histoire. Est-ce qu'on veut contribuer à un changement positif ou est-ce qu'on veut contribuer à ce système totalitaire? Donc, c'est vraiment une question de prendre position puis de vraiment s'engager pour lutter contre une répression aussi totalitaire et de changer et de vraiment respecter ou de s'engager à ce que le plus jamais n'arrive pas, en fait. Donc, je vous invite tous à vraiment agir. Vous pouvez aussi visiter notre site Internet aussi sur www.uyghurcongress.org. Donc, je vous invite à vous renseigner sur le sujet. Merci beaucoup, Zumretay. Merci. Merci d'avoir participé à ce live. Merci beaucoup. Et bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Je vais essayer de réinviter Dilnour dans le live. Allô? Allô? Allô, Dilnour? Je suis là. C'est pas comme tout à l'heure, c'est fiché en fait. Je ne sais pas si vous avez... Allô? Oui, allô? J'ai rien fait du tout. C'est juste... Je ne sais pas ce que se passe avec mon ordinateur. Bon, ça bug complètement, Dilnour. Essayez de revenir, de changer de connexion, soit Wi-Fi, soit 4G. En attendant, je vais inviter Dr Tohti à conclure lui aussi, puisqu'il est resté avec nous.
Dilnour, essayez de sortir et de revenir avec une autre connexion, soit Wi-Fi, soit 4G. Voilà. Ah, ça bug complètement, même de mon côté. J'arrive même pas à inviter Dr Torti dans mon live. Tuc, tuc, tuc. Bon, je sais même pas si vous me voyez, si vous me voyez ou pas. Je n'arrive plus à avoir Dilnour dans le live. Ça s'est gelé chez moi sur l'écran. Dr Torti, j'essaye de la voir, mais c'est impossible. Dr Torti, I'm sorry, I can't bring you back on the live. It's not working for some reason. I'm really sorry. I'm trying. Let me see how I can do this. If not, I will have to go. Yeah, it's not working. Bon, ça bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Not, I will have to. It's not working. Bon, ça bug. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous me voyez? Je veux juste conclure parce que j'ai perdu Dilnour et je n'arrive pas non plus à inviter Dr Torti. On a beaucoup parlé. Oui, ça doit être les hackers, quelqu'un me dit, peut-être. Peut-être qu'on essaye de nous hacker ce live. China is watching us. Ouais, beaucoup de gens font la blague. Est-ce que la Chine essaye de nous hacker? Dr Torti is laughing. Vous avez fait rire Dr Torti. Ben voilà. Maybe we are hacked. I don't know. Bon, j'espère que le live vous a intéressé. Ah oui, les gens disent tous que c'est les hackers qui m'ont hacké. Bon, vous me voyez, c'est super parce que moi, je me vois aussi, mais je vois Dilnour qui, en même temps, n'est pas sur l'écran. Elle voulait conclure avec l'importance de la lutte culturelle, de la lutte pour la préservation de l'identité ouïghour, parce qu'elle me disait avant ce live, j'aurais aimé qu'elle le dise elle-même, mais je vous mettrai le lien de son institut, comme promis, en dessous de ce live. En fait, Dilnour Reyhan est présidente de l'Institut ouïghour d'Europe, un institut qui veut faire rayonner la culture ouïghour, parce que au-delà des violations aux droits humains des Ouïghours, au-delà de l'internement de masse, de la répression de masse que subissent les Ouïghours, c'est la perte de leur identité et de leur culture qui est à risque aujourd'hui. Et Dilnour se bat pour préserver leur identité, se bat pour préserver leur culture, pour préserver leur langue, pour la transmettre aux générations de jeunes Ouïghours à venir, et pour que cette identité ne se perde pas. Donc, elle a un institut qui s'appelle l'Institut ouïghour d'Europe, qui a besoin d'un local, qui a besoin de subventions. Donc, on mettra le lien en dessous de ce link en commentaire. En dessous de ce live en commentaire, comme j'avais promis à Dilnour. J'espère que j'ai bien expliqué, mais elle l'aurait fait mieux que moi. Mais malheureusement, tout a sauté. Je n'arrive plus à reprendre Dilnour dans le live. Je n'arrive même pas à reprendre Dr Torti, Enver Torti, qui nous a raconté comment il avait prélevé des organes sur des condamnés à mort. Merci à ceux qui nous remercient pour le live. China is watching. Du coup, je peux voir vos commentaires que maintenant. Oui, quelqu'un commente l'Institut ouïghour a besoin de soutien. Donc, évidemment, je vous mettrai le lien de l'Institut ouïghour ainsi que du Congrès mondial ouïghour dont fait partie Zumreta Arkin et le lien de l'article de Vice de Justine Rex dans lequel elle interviewe le docteur Enver Torti. Et je vous mettrai tous ces liens en dessous du live. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci d'avoir été nombreux et merci d'avoir commenté. Et à très bientôt pour d'autres lives. Bonne soirée. Bisous.